Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la confiance en soi. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver et puis peut-être me dire si tout marche bien, si vous avez bien l'image et le son. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une conférence qui ne sera pas forcément très longue, mais qui sera vraiment axée sur des exercices pratiques. Donc je vous invite plus que jamais à prendre avec vous une feuille et de quoi écrire. Et puis à pas hésiter aussi à revoir le replay de la conférence pour vous permettre de prendre le temps, de revoir les exercices, de mettre pause pour pouvoir faire ça tranquillement. N'hésitez pas à reprendre ça de votre côté. Voilà, je vois du monde qui arrive. Vous pouvez juste me dire s'il y a un bon son, si l'image est bonne. Super. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc de confiance en soi. Je ne vais pas rester très longtemps sur les histoires de définition et je vais essayer d'être plutôt pratique qu'abstraite. Donc là, quand je vous parle de confiance en soi, c'est vraiment l'idée de croire ou pas en ses propres capacités. Je ne vais pas forcément rentrer dans les différences, en tout cas pas rentrer en détail sur les différences avec l'estime de soi et l'amour de soi, mais la confiance en soi, c'est peut-être la thématique qui serait le plus orientée vers l'action, orientée vers la possibilité de mettre en place ou pas des changements dans sa vie en fonction des croyances que l'on a sur soi-même, sur ce qu'on pense être capable de faire ou pas. Donc pour moi, à quoi ça sert de travailler sa confiance en soi? Ça permet deux choses en fait qui sont évidemment liées. La première chose, c'est de se sentir mieux émotionnellement au quotidien, dans le rapport qu'on a à soi-même, et puis c'est de pouvoir faire des choses en fait, mettre en place des actions nouvelles, des actions plus difficiles, plus délicates que ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est quelque chose qui est très important dans l'idée d'apprentissage. C'est évidemment plus facile d'apprendre à faire de nouvelles choses, à débuter de nouveaux projets quand on a confiance en soi. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller tout de suite dans le cœur du sujet et de regarder en fait en premier lieu à combien vous évaluez votre confiance en vous. Donc j'utilise souvent l'échelle de 1 à 10. Je vous propose de faire pareil là et d'évaluer d'un point de vue global sur une échelle de 1 à 10 à combien vous estimez avoir confiance en vous. Prenez le chiffre qui vous vient instinctivement, hein, sans trop réfléchir. L'idée n'est pas de faire des calculs et des comparaisons suivant les domaines, mais vraiment de prendre ce qui vous vient en tête. Ce sera en fait la perception que vous avez de votre confiance en vous. Euh, Essayez de prendre cette information plutôt en termes, encore une fois, de ressenti que de fait. Là, on part quand même plutôt sur quelque chose d'intérieur. Quel est votre rapport à vous-même? À combien vous avez confiance en vous? Ça va vous donner une première évaluation. C'est une évaluation globale qui est intéressante, mais pour moi qui permet assez peu de travailler avec du développement personnel parce que c'est beaucoup trop vaste. Donc je vous propose de passer assez rapidement à des évaluations un peu plus fines. La première, ce serait de vous demander dans quel domaine ou dans quelles circonstances est-ce que vous avez une confiance en vous qui est très basse. C'est pas forcément très confortable de se poser cette question-là, mais c'est comme ça qu'on voit vraiment les zones où il y a besoin d'enclencher un travail et où les exercices vous seront utiles. Donc par exemple, quelqu'un peut avoir une confiance en soi globale de, je sais pas moi, 7 sur 10, et avoir une confiance en soi très basse dans le domaine de la capacité à attirer des relations amoureuses adaptées. Voilà, c'est quelque chose que j'ai eu hier pour une cliente. Et donc on pourrait dire que la personne se retrouve sur cette capacité-là, avoir une confiance en elle à 3 sur 10. La même personne aura dans un domaine complètement différent une confiance en elle qui peut être extrêmement haute, par exemple la confiance qu'on peut avoir dans nos capacités professionnelles dans la zone d'expertise. Dans ce cas-là, la personne peut avoir une confiance en elle, je sais pas moi, à 9 sur 10. Sachant bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous le savez que les virgules 5 ne sont pas autorisées et que l'idée c'est vraiment, encore une fois, de prendre plutôt une évaluation en fonction de la sensation que vous avez et non pas de faits auxquels vous auriez réfléchi et comptabilisé. C'est vraiment une question de perception et de ressenti.
Donc je vous invite à prendre le temps d'aller voir les zones où vous avez une évaluation de la confiance en vous qui est très basse et les zones où c'est haut. Déjà pour garder un équilibre et puis pour vous montrer que on ne peut pas se dire d'une manière générale moi j'ai pas confiance en moi. En fait c'est pas vrai. Dès qu'on commence à creuser on trouve des zones, des domaines, des moments où les gens ont confiance en eux. C'est juste que en fait souvent ils vont oublier ça et penser plutôt, se concentrer plutôt sur les zones où ils n'ont pas assez confiance en eux. Une fois que vous avez identifié les endroits où vous avez besoin de travailler, c'est-à-dire les zones où vous avez une confiance en vous qui est basse, je vais vous proposer 3 exercices différents. Le premier, ce sera d'aller examiner en détail quelles sont les conséquences concrètes dans votre vie du fait que vous manquiez de confiance en vous sur ce domaine-là. Par exemple, si je prends mon exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire de la personne qui aurait une confiance en elle basse dans sa capacité à attirer à elle et construire des relations amoureuses inspirantes et ajustées, les comportements concrets et attitudes qui peuvent en découler, ça peut être quelque chose de l'ordre de ne pas oser dire à quelqu'un que la personne lui plaît, refuser les éventuelles propositions de rendez-vous, rester à distance des occasions qui lui permettraient de rencontrer quelqu'un, ou alors quand il y a une rencontre qui se fait, ce serait peut-être des tendances à l'autodénigrement, au sabotage, au fait de parler de soi de manière dévalorisante, ce qui fait que ça ne va pas aider à la construction de la relation elle-même. Donc là, l'idée c'est vraiment de regarder dans votre quotidien quels sont les comportements et attitudes qui découlent des zones où vous manquez de confiance en vous. Ça, c'est pour identifier en fait qu'est-ce que ça vous coûte de manquer de confiance en vous. Qu'est-ce que ça vous coûte et quels sont les problèmes concrets que ça vous cause. Parce qu'en fait, il arrive que le manque de confiance en soi dans certains domaines ou dans certaines zones, finalement, ait assez peu d'impact. Ok, dans ce cas-là, on peut se dire, bon, est-ce que c'est la peine que je travaille là-dessus ou pas? C'est peut-être pas ma priorité. Ou alors, à l'inverse, on peut se rendre compte que le manque de confiance en soi dans tel domaine va avoir un impact hyper important dans sa vie. Ça, c'est vraiment pour essayer de prioriser et de regarder qu'est-ce qui va être le plus important à travailler. Deuxième aspect, quand on travaille les domaines de confiance en soi qui sont bas, c'est d'aller regarder les causes. Donc, selon vous, dans les zones dans lesquelles vous manquez de confiance en vous, comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça dans votre vie? Alors, j'ai catégorisé de manière un petit peu artificielle 3 sortes de causes possibles. Vous allez voir si ce à quoi vous pensez rentre ou pas dans ces éléments-là. Il peut y avoir des croyances, il peut y avoir des peurs et il peut y avoir des émotions. Alors, évidemment, tout ça se croise plus ou moins. C'est juste pour vous donner un coup de main, pour vous aider en vous donnant ces catégories-là, pour vous aider à identifier les causes, la racine en fait du manque de confiance en vous. La plupart du temps, ça sera quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire moi je. Donc là, on est sur quelque chose que j'appelle souvent la légende personnelle. Moi je suis pas bon en anglais, moi je suis pas bon en maths, moi je suis pas bon dans le rationnel, moi je suis timide, moi je sais pas prendre la parole en public, etc. etc. Ça, ce sont des croyances identitaires qui sont en général construites à partir de une ou plusieurs expériences réelles vécues, c'est-à-dire il y a une fois ou 2 fois ou 10 fois où j'ai été mauvais en anglais, mauvais en truc, mauvais en machin, et donc je vais en déduire une généralité que en fait je suis tout le temps mauvais là-dedans. Ce qui est par définition faux, puisque ça occulte complètement la possibilité d'apprentissage, et puis en général on occulte aussi toutes les fois où ça s'est passé pas si mal que ça. Donc là on sera sur le rayon des croyances, et de ce qu'on croit être d'un point de vue identitaire, alors qu'en fait c'est juste du comportement ou des occurrences ou des expériences. Et dans ce cas-là, je vous renvoie sur ma vidéo sur les croyances que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, où je vous explique en détail comment on fait pour travailler des croyances limitantes. Donc là, très rapidement, quand vous vous rendez compte que vous avez sur vous des croyances limitantes qui sont à la base du manque de confiance en vous, j'ai pas de chance en amour, je suis nul en sport, je sais faire tel truc ou je sais pas faire tel truc, vous prenez une feuille, vous écrivez la croyance en disant bien « je », vous l'écrivez de la manière la plus simple et la plus concrète possible, en essayant de ne pas utiliser des mots trop compliqués ou trop abstraits, et puis vous barrez les phrases. En dessous, en bas de la feuille, vous marquez « obsolète » et vous allez brûler la feuille. Ça, vous connaissez cet exercice, il est toujours aussi efficace, donc je vous invite vraiment à l'utiliser
autant de fois que sera nécessaire. Ensuite, si jamais les raisons pour lesquelles vous manquez de confiance en vous sont des peurs profondes ou des émotions, là, ce sera un travail à enclencher peut-être plus important, peut-être avec un accompagnement. Vous avez sur les peurs quelques vidéos sur ma chaîne YouTube qui étaient pour le coup très destinées aux entrepreneurs, mais je pense que si vous élaborez un petit peu le propos, vous pourrez appliquer les outils à des situations qui vous concernent. Et puis j'ai aussi une vidéo sur les émotions. Donc ça vous donne plusieurs champs de travail possibles. Gardez en tête que s'il y a des causes très profondes du manque de confiance en vous, peut-être que les exercices que je vous propose aujourd'hui ne seront pas suffisants. Dans ce cas, il vous appartiendra d'aller plus avant dans un travail personnel qui soit, encore une fois, accompagné ou pas. Donc, on va travailler sur les causes pour essayer de déraciner en fait la confiance en soi. Alors, je pense à un truc aussi. Parfois, on croit qu'on n'est pas bon dans un truc parce qu'on l'a entendu. C'est-à-dire que il va arriver dans la vie que des gens importants pour nous disent des choses de nous que l'on va ensuite prendre pour vraies. C'est-à-dire la croyance a été vraiment créée pas par juste entre guillemets une expérience vécue, mais vraiment par le propos de quelqu'un qui va nous coller, qui va nous donner une étiquette qu'on va prendre et qu'on va se coller dessus en fait. Évidemment, les premiers, en général, qui vont faire ça sont les parents, puisque c'est leurs paroles qu'on va prendre très à cœur. Ça peut aussi être des personnes proches, des personnes inspirantes, des personnes hiérarchiquement importantes qui ont quelque part une influence ou un pouvoir sur nous. Donc ça peut être des professeurs à l'école. Donc on entend souvent des histoires de profs qui disent à des élèves de toute façon tu feras jamais rien de ta vie, de toute façon t'es qu'un raté, de toute façon tu y arriveras pas, t'es mauvais, etc. Et ça a encore plus de poids quand ce sont des gens qui ont une expertise dans le domaine. Donc si c'est un prof d'anglais qui vous a dit t'es nul en anglais, évidemment ça va s'imprimer de manière extrêmement forte, c'est logique. Le truc c'est que c'est pas parce que la personne aura eu des raisons qui peut-être sont bonnes de vous avoir dit ça à ce moment-là que ça fait de vous une personne qui restera comme ça. Encore une fois, il y a toujours la possibilité d'apprendre, de transformer. Et pour tout ce qui est en tout cas des exemples qui sont liés à la scolarité, il y a un élément vraiment important à savoir. Les choses qu'on a apprises à un certain moment de notre vie, à un certain âge, avec des méthodologies particulières, si ça n'a pas été possible de l'apprendre comme ça, c'est certainement possible de l'apprendre différemment à un autre âge plus tard et surtout pour des raisons et pour des modifications, pour des motivations qui sont complètement différentes. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi à apprendre à parler anglais quand vous aviez 14 ans dans une classe de 30 avec un prof qui fait ce qu'il peut dans les conditions, avec assez peu de support et peut-être des méthodologies d'apprentissage linguistique qui ne vous conviennent pas. Ça ne veut pas dire que quand vous avez 40 piges, que vous avez envie ou besoin de vous améliorer en anglais pour, je sais pas, obtenir un poste plus important dans votre boulot. Évidemment, c'est possible. Vous allez juste vous y prendre différemment et vous allez avoir une méthodologie qui certainement vous conviendra mieux. Alors, je vais regarder un petit peu. Je vois Laurence qui me dit c'est ma prof de français qui m'a dit en seconde que j'étais analphabète. Bon, bah voilà, si tu vois Laurence, si tu as envie de prendre une feuille et d'écrire je suis analphabète et de le brûler, peut-être que ça n'a pas de conséquences dans ta vie ou que tu les vois pas, mais dans tous les cas, tu peux toujours le faire au cas où ça fait du ménage, c'est toujours ça de prix et puis ça prend pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie. Là, on était sur les causes, les racines du manque de confiance en soi. Troisième aspect, quand on travaille la confiance en soi qui est déficitaire, c'est d'aller explorer les bénéfices secondaires. Alors, les bénéfices secondaires, c'est une thématique qui me passionne en développement personnel d'une manière générale, qui n'est pas forcément simple à comprendre. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai un maximum d'être clair et d'être détaillé. Les bénéfices secondaires, c'est les avantages directs ou indirects que l'on a à conserver une manière de fonctionner qui nous dessert. Je vous donne un exemple concret et volontairement tout à fait caricatural. Prenons une personne qui est agoraphobe, qui a vraiment la phobie de la foule, d'être dehors avec des gens, dans des magasins, etc., dans des lieux publics. Évidemment, c'est horrible à vivre, donc je ne suis pas en train de dire que la personne a fait exprès de devenir agoraphobe. C'est pas mon propos, là je vous parle de mécanismes inconscients. On ne parle pas de faute, n'allez pas vous culpabiliser, tout ça, c'est vraiment pas le propos. L'idée, c'est d'aller examiner ce qui pourrait faire que votre inconscient n'a peut-être pas complètement envie ou n'est peut-être pas prêt à lâcher un ancien fonctionnement.
Donc si je prends la personne qui est agoraphobe, on peut se dire, malgré la difficulté à vivre comme ça, la personne peut de fait devenir le centre d'attention de ses proches. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas sortir, forcément c'est des gens qui vont venir à elle et qui vont peut-être s'occuper d'elle. Donc on pourrait se dire peut-être que le bénéfice secondaire de l'agoraphobie, c'est une valorisation, une estime de soi qui est augmentée par le fait que les gens vont être centrés sur la personne concernée. Je ne sais pas si cet exemple est clair pour vous, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas, mais c'est pour illustrer ce que ça peut être qu'un bénéfice secondaire. Et donc l'idée, et là je m'adresse aussi aux professionnels de l'accompagnement qui me regardent, l'idée quand on travaille des changements de fonctionnement, c'est vraiment d'aller vérifier les bénéfices secondaires et d'aller éventuellement soit les lever, soit établir un soutien avant même d'aller changer le comportement. Parce qu'en fait, si l'inconscient a peur de perdre quelque chose, il va résister au changement. Il va résister au fait, là en l'occurrence, d'améliorer sa confiance en soi. Donc par exemple, si j'ai pas confiance en ma capacité à prendre la parole en public, je vais refuser les invitations, les propositions qui me sont faites de faire des ateliers ou de tenir des conférences. Donc ça, ce serait l'analyse des comportements en conséquence, c'est qu'en fait, je dis non. Je dis non, j'essaye même pas, en fait, je ne tente pas l'expérience, je n'accepte pas les opportunités qui me sont proposées. Donc les causes, ça pourrait être parce que quand j'étais petit, dans les repas de famille à table, on m'a très souvent dit en fait, arrête de faire ton intéressant, on n'entend que toi, tais-toi, c'est chiant. Et donc émotionnellement, ça a été très douloureux, donc à un moment donné, je me suis tue en fait, j'ai arrêté de parler. Ça, ce serait la cause. Donc la cause, elle serait émotionnelle, hein. Ce serait un choc émotionnel qui fait qu'on va arrêter d'avoir certains comportements. Le bénéfice secondaire dans cet exemple-là, ça pourrait être que, en ne prenant pas la parole en public, je me protège du risque de faire des erreurs, du risque d'être vu, du risque d'avoir du succès, du risque d'être dans la lumière, du risque de faire mieux que quelqu'un qui m'est proche, du risque de me rendre compte qu'en fait j'ai vraiment envie de changer de métier, qu'il faut que je quitte celui-là et ça me fait peur parce que je me sens pas sécure, etc. Très important, les bénéfices secondaires à aller vérifier quand on travaille des champs comportementaux qui peuvent vraiment amener des changements dans la vie et encore une fois à travailler avec beaucoup de douceur avec soi. Donc pour bosser sur les bénéfices secondaires, je vais vous donner des débuts de phrases ou des indications qui vont permettre de trouver s'il y en a. Vous pouvez vous dire par exemple, manquer de confiance en moi me permet de, ou manquer de confiance en moi dans tel domaine me protège de. Et là, vous terminez la phrase avec ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez aussi vous dire, et là je vous invite vraiment à faire tous ces exos par écrit, en fait ça change tout, en vrai, faites-le vraiment par écrit. Le fait de ne pas avoir confiance en moi dans tel domaine, le fait de ne pas être dans la possibilité d'adopter tel comportement ou de faire telle action, qu'est-ce que ça me permet d'être ? Qu'est-ce que ça me permet de croire ? Parfois, c'est aussi des protections identitaires, c'est-à-dire on est tellement attaché à l'idée que l'on se fait de soi, ou à l'idée que ses potes se font, ou à l'idée que sa famille se fait de nous, qu'on va, sans se rendre compte, tout faire pour conserver ça. Et donc, on va éviter soigneusement ce qui entraînerait un changement identitaire. Et un passage de « Ah ben, avant j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça ». Parce qu'en fait, c'est pas confortable, le changement. C'est pas confortable pour nous et c'est pas confortable pour les autres. Voilà, donc faites bien le tour de vos bénéfices secondaires. Allez regarder en toute honnêteté, simplicité, authenticité et surtout avec vraiment un maximum de douceur pour vous et de bienveillance. En quoi peut-être certains trucs vous arrangent dans l'histoire. Et après, vraiment, vous regardez ça en face et vous vous dites « Ok, qu'est-ce que je choisis ?» Est-ce que je fais le choix de garder la protection que j'ai mise en place inconsciemment, que mon inconscient a mis en place pour prendre soin de moi? Ou est-ce que je choisis vraiment d'ouvrir des nouvelles portes et des nouvelles opportunités et d'aller voir ce que ça fait de fonctionner différemment? Sachant que, n'oubliez pas, vous conserverez toujours le choix et la possibilité de vos actions. Hein. C'est pas parce que vous levez des barrières que vous allez être obligé de le faire. Si vous levez la barrière de la peur de parler en public, que vous allez faire des conférences, et qu'en fait, bon, vous trouvez ça pas mal, mais en fait très laborieux pour vous,
vous avez l'impression que vous ne vous connectez pas avec le public, que c'est pas ça qui va vous nourrir en profondeur, qu'en fait vous préférez faire votre métier en face à face, c'est ok. Personne ne va vous obliger à continuer. Donc le fait de lever des barrières ne va pas vous obliger à prendre le chemin que vous êtes en train d'examiner. Le chemin, c'est juste une occasion, un test, une exploration pour voir si quelque chose vous plaît ou pas. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas en commentaire, je regarde un petit coup. Ok. Alors, là on a regardé les évaluations basses, pardon, c'est-à-dire les zones dans lesquelles vous allez manquer de confiance en vous, ça va avoir des conséquences dans votre vie, et vous allez avoir envie de vous en débarrasser, de modifier ça. Évidemment, prenez aussi vraiment le temps d'aller regarder les domaines dans lesquels vous avez confiance en vous. Ça peut être un domaine, ça peut être dans le domaine affectif, artistique, musical, sportif, pratique, bricolage, cuisine, domestique, organisation, gestion du temps. Allez voir dans tous les domaines, parce qu'en fait souvent on oublie de regarder ce qui est beau chez nous, on oublie de regarder ce qui fonctionne chez nous, ce qu'on sait faire. Donc là-dessus, j'ai 3 exercices à vous proposer. N'ayez pas peur quand vous entendez les consignes. Ils vont vous sembler peut-être ambitieux. Ils sont plus faciles qu'ils en ont l'air. Donc faites-vous confiance pour le coup sur votre capacité à aller au bout. Le premier exercice, c'est l'exercice des qualités. Là, je vous invite, toujours en écrivant, c'est très important, à faire la liste de 20 de vos principales qualités. Vous pouvez même le faire sur des post-it ou sur une grande feuille et puis l'afficher quelque part chez vous. Cet exercice, il vise à entraîner le muscle de l'estime de soi et de la confiance en soi, parce qu'en fait, on est dans des sociétés où il est très vite jugé comme un manque de modestie de parler de ses qualités, de parler de ses talents et de les faire valoir en disant ouais fort, moi, ça, je sais le faire et je le fais bien, voire je le fais très bien. Par exemple, moi je peux vous dire, dans mon travail, dans ma zone d'expertise, dans le développement personnel, je suis excellente. C'est pas forcément confortable pour moi de vous le dire comme ça, parce qu'il y a une toute petite part du moi qui dit ça va, les chevilles tranquilles. Certes, parce qu'on est dans une société où parler d'une réalité de compétences ou de talent est perçu comme quelque chose de souvent arrogant ou hautain. Et bien peu importe, parce qu'en fait si vous ne reconnaissez pas vos qualités en vous-même, ça va être difficile pour les autres de les voir. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice sur les 20 qualités. Allez voir dans tous les domaines. Si jamais c'est vraiment difficile pour vous d'arriver à 20, vous pouvez demander à votre entourage de vous aider. Évidemment, prenez les gens qui sont bien intentionnés et bienveillants envers vous, des gens proches, des gens moins proches, des amis, de la famille, des relations amoureuses, des gens qui sont dans le domaine professionnel, qui sont hiérarchiquement au-dessus de vous, en dessous, à côté, peu importe, mais n'hésitez pas à aller demander aux gens, pour toi, quelles sont mes principales qualités? Qu'est-ce qui te viendrait en tête en ce qui me concerne? Donc ça, c'est un soutien que vous pouvez trouver si jamais c'est compliqué pour vous d'arriver seul au chiffre de 20 qualités. Et en tout dernier lieu, vraiment en tout dernier recours, si vous n'y arrivez pas ou si c'est inconfortable pour vous de demander à d'autres personnes, vous pouvez aller voir sur internet des listes qui sont disponibles, que vous trouverez très facilement sur les qualités. Dans tous les cas, gardez bien en tête que quand je parle de qualité ici, j'entends capacité comportementale, pas forcément truc qu'on fait tout le temps. Par exemple, je dis souvent, moi je suis quelqu'un de très patient, je peux être très patiente et je peux ne pas l'être du tout. Ça ne veut pas dire que je ne possède pas en moi la qualité. Ça veut dire qu'il y a des zones où ce sera facile pour moi de l'utiliser, par exemple dans le boulot. Il y a des zones où ce sera plus difficile, par exemple dans mes relations personnelles. Ça veut dire que peut-être que j'ai une zone d'apprentissage potentielle, mais je l'ai cette qualité. Elle est en moi, elle existe et je peux l'utiliser. C'est possible. Donc l'exercice des 20 qualités, mais évidemment si vous voulez aller au-delà de 20, faites-vous plaisir, il n'y a aucune limite, hein, c'est juste pour vous fixer en fait un objectif suffisamment ambitieux pour que l'exercice soit puissant hein, et efficace. Un autre exercice, c'est l'exercice des 100 réussites. Alors ça, comme l'exercice des 20 qualités, mes clients le connaissent bien, normalement quand vous entendez 100 réussites, le chiffre doit vous faire peur. Alors c'est fait exprès. C'est fait exprès puisque le but de ce chiffre important est de créer un décalage entre la pensée que vous allez avoir quand vous l'entendez là
ah mais ça fait beaucoup, je pense pas que ce soit possible, je vais pas y arriver, et le fait que de toute façon, à partir du moment où vous décidez de vous y mettre, vous allez y arriver. C'est une question de persévérance, et c'est aussi une question de contrat. Donc sur cet exercice-là précisément, si vous choisissez de le faire, je vous invite à vous engager envers vous-même, à le terminer, à aller au bout, même si ça prend du temps. Parce qu'en fait, l'efficacité de cet exercice, elle est en partie sur la liste que vous allez faire et le fait que vous allez devoir aller chercher peut-être loin dans vos souvenirs. Vous allez devoir aller regarder dans toutes les zones de votre vie, que ce soit des toutes petites choses ou des très grandes choses. Vous allez regarder dans les examens, faire ses lacets, faire du vélo, faire un trait d'eyeliner, faire sauter une crêpe, réparer je sais pas, une télécommande. Enfin vraiment, vous allez balayer tout un tas de choses, des plus petites réussites aux plus grandes. J'entends par réussite toute action que vous avez à un moment donné eu envie ou besoin de poser et que vous avez réussi. Donc c'est extrêmement large. En fait, c'est infini. Donc je peux comprendre que 100 comme ça vous paraisse beaucoup, mais en fait, on pourrait arriver à des chiffres astronomiques. Donc, si vous faites cet exercice, engagez-vous envers vous-même à aller jusqu'au bout. Allez vraiment regarder absolument partout. Tout ce qui est possible de voir en termes de choses que vous avez voulu faire et que vous avez réussi à faire, et vous allez halluciner en fait. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous croyez déjà. Et puis souvent, ça va nous ramener des souvenirs de trucs qu'on a oublié qu'on a réussi. On a oublié qu'en fait nager c'était impossible. On a oublié que marcher c'était impossible. Alors ça vous vous rappellerez peut-être pas évidemment parce que ça remonte à loin, mais nager vous devriez peut-être vous en rappeler. On a oublié que je sais pas moi, faire un tableau Excel à un moment donné c'était impossible, enchaîner 3 phrases dans une langue étrangère c'était impossible, faire un morceau de musique ou chanter un peu juste c'était impossible. Voilà, donc allez farfouiller dans tous les recoins, dans tous les domaines. Et puis aussi, si jamais vous avez du mal, vous pouvez peut-être demander aux gens qui ont grandi avec vous, à vos parents, à vos frères et sœurs, peut-être à vos potes d'enfance. Est-ce qu'ils ont des idées de trucs que vous avez voulu faire et auxquels vous êtes parvenus et que vous aurez peut-être oublié. Mais n'ayez crainte, vraiment, rassurez-vous. À partir du moment où vous allez commencer à lister ça par écrit, votre cerveau, il va comprendre que l'injonction, en tout cas la demande que vous allez lui faire, c'est d'aller chercher ces infos-là. Donc ce qui va se passer, c'est comme une bibliothécaire, enfin c'est comme ça que dans ma tête je me le représente, il va aller chercher dans les dossiers, et en fait il va vous sortir des trucs un peu tout seul au bout d'un moment. Ça peut être un peu laborieux au début ou à des moments, mais il y aura d'autres moments où ça sera vachement plus fluide et vous allez halluciner de la liste qui va sortir et de ce que vous allez trouver comme souvenir en tout cas. Je crois que j'ai vu une question. Alors oui, je vois, les 20 qualités aussi, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup, a priori, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais honnêtement, une fois qu'on s'y met, qu'on travaille et qu'éventuellement on demande de l'aide, en fait, ça va vite. En vrai, on pourrait fixer plus haut, puisqu'à partir du moment où on parle de compétences ou de comportement, finalement, c'est très vaste. Hein. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, les 20 qualités, les 100 réussites, et puis, je voulais vous proposer un exercice bonus que je vous remettrai en commentaire de la vidéo sur Facebook. Vous aurez le replay disponible dès la fin de cette vidéo sur Facebook et puis je la mettrai sur YouTube dans quelques jours. Donc si vous paraît trop complexe comme ça, vous inquiétez pas, je vous mets le mode d'emploi. La confiance en soi, elle est aussi construite selon moi dans le rapport qu'on entretient entre soi et soi-même, dans la manière dont on se traite. J'ai pris en fait une étude de Brené Brown qui parle de l'anatomie de la confiance dans les relations avec les autres. Et en fait, j'ai transformé les points qu'elle prend dans la relation avec soi-même. L'idée, c'est de prendre chacun des points que je vais vous donner ici, d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 à combien vous êtes sur chaque élément, et d'aller voir à chaque fois comment vous pouvez l'améliorer d'un point. Et normalement, vous devriez arriver sur des actions concrètes à mettre en place, ou des exercices, ou des axes d'apprentissage. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas. Donc, le premier élément, c'est la question des limites. Est-ce que je suis capable, entre moi et moi-même, de connaître mes limites et de les respecter? Est-ce que je sais ce qui est ok pour moi de faire ou pas? Et est-ce que je suis en capacité
de respecter ces limites-là envers moi-même et puis évidemment de les exprimer aux autres. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la fiabilité. C'est l'idée de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait de manière constante et sans exception entre soi et soi-même. Quand je me dis que je vais faire ça pour moi, quand je me dis que je vais prendre telle ou telle décision, quand je me dis que je vais prendre soin de moi de telle ou telle manière, est-ce que je tiens ma parole? Vraiment. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités en fait. La première possibilité, c'est d'arrêter de se promettre des trucs qu'on ne tient pas. Donc ça, c'est le grand classique des bonnes résolutions au 1er janvier. C'est-à-dire, je vais me promettre de, je sais pas moi, perdre du poids, arrêter de fumer, machin. Je vais pas le tenir. Le fait de pas le tenir, eh ben, ça va faire baisser ma confiance dans mon rapport à moi-même et mon estime de moi, etc. Donc, arrêtez de prendre envers vous des engagements quand vous savez que pour le moment c'est pas possible pour vous de les tenir, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de dire de quoi ai-je besoin pour être en capacité de tenir ce truc. Mais si vous vous promettez 15 fois un truc que vous ne tenez pas, honnêtement, ça sert à rien. Et c'est pareil dans le relationnel avec les autres. Arrêtez de le faire dans ce cas-là. De manière constante et sans exception. C'est-à-dire que la solidité, de la notion de fiabilité, de la notion de confiance, que ce soit envers quelqu'un d'autre ou envers soi-même, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, elle peut être donnée a priori, et il suffit d'une occurrence pour qu'elle soit détruite. Le problème, c'est qu'il en faudra 25 autres pour qu'elle soit reconstruite. Et donc ça, c'est un truc qui est... c'est chiant, hein, en fait, vraiment, mais c'est mécanique. C'est comme ça que ça se pose, donc. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites de manière constante, sans exception, quand vous prenez des engagements envers vous-même. Troisième item, la notion de responsabilité. Là, l'idée, c'est quand vous commettez une erreur, reconnaissez-le et excusez-vous. Puis, mettez en place ce qu'il faut pour ne pas la refaire. Ça, c'est toujours dans la relation avec vous-même. Vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qui en fait vous convenait pas du tout. C'est ok. C'est une erreur. Vous prenez un instant pour vous dire en fait ça, c'était pas une bonne idée. Si jamais ça vous a impacté fortement, vous pouvez complètement prendre un instant pour vous excuser auprès de vous-même et vous dire pardon de m'être fait traverser ça, ok, c'était pas bon pour moi. Et ensuite vous passez à autre chose. Et l'autre chose, c'est vraiment le plus important, c'est vous mettez en place ce qu'il faut pour pas le refaire. Ça c'est fondamental. Mettez en place ce qu'il faut pour pas le refaire. Parce qu'en fait, si vous passez votre temps à faire des erreurs, à les refaire et à ne pas vous assurer que vous avez de quoi changer ce comportement-là, c'est presque un manque de respect envers vous-même en fait. C'est ok de pas arriver à faire des trucs tout seul. Hein. L'être humain, il n'est pas fait pour tout faire tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Même les gens les plus forts dans n'importe quel domaine, il y a des moments où ils vont avoir besoin de demander de l'aide, que ce soit un conseil ou de l'aide auprès d'un professionnel. Donc si vraiment c'est de ça dont vous avez besoin, allez-y. Mais vraiment, mettez en place ce qu'il vous faut pour ne pas refaire cette erreur-là. Ensuite, la notion d'intégrité. Alors, ça, c'est une notion qui est importante et délicate, donc là-dessus aussi, je vais vous inviter à mettre beaucoup de douceur et de bienveillance. Là, j'utilise le mot intégrité au sens où l'utilise Brené Brown, c'est-à-dire choisir le courage plutôt que le confort, choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est fun, rapide ou facile. Vivre selon ses valeurs et pas juste les énoncer. Donc là aussi, c'est un vrai travail d'authenticité envers soi-même. Et de se dire, je sais que faire tel choix, ça va être confortable pour moi. Je sais que faire tel choix, ça va être facile. Mais je sais qu'en fait, ça va pas être productif. Ça va pas être bon pour moi. Ça va pas faire sens à moyen et long terme. Donc, qu'est-ce que je choisis de faire? Et si vous voulez, pour moi, le courage, c'est vraiment faire un truc même si on a peur. Ou faire un truc même si c'est inconfortable. On en a tous du courage. On a tous et toutes fait preuve de courage. D'ailleurs, si vous pensez que vous n'êtes pas courageux ou courageuse, allez-y, écrivez ça et brûlez-le rapidement. On en a tous fait preuve de courage. Autorisez-vous à aller puiser dans ce courage pour faire ce qui est juste pour vous plutôt que faire ce qui... Alors j'ai l'impression que la vidéo a coupé, je sais pas si c'est toujours moi. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, si vous me voyez toujours?
J'ai l'impression que c'est bon. Euh, je vous donne un exemple pour illustrer cette idée de faire preuve de courage euh, par rapport aux situations où vous auriez peur ou qui seraient inconfortables. Effectivement, euh, comme vient de le dire Nathalie, la peur disparaît dans l'action. Donc la peur, elle augmente quand on court les bras en rond et qu'on ne sait pas comment faire. Mais dès qu'on pose des actions, ça va mieux, c'est complètement vrai. Euh, je vous donne un exemple. Mettons on prenne des parents qui, évidemment, s'occupent de leurs enfants et entre autres font à manger pour leurs enfants. Pour moi, choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est fun, rapide ou facile, c'est veiller à proposer des aliments qui permettent un régime alimentaire équilibré et varié, en n'allant pas tout le temps directement vers les solutions rapides, faciles, mais qui ne sont pas forcément bonnes à long terme, genre fast food, pizza, McDo et tout ça. L'idée n'est pas de viser la perfection et de se dire et de se flageller en disant je devrais faire que des légumes et faire que du bio parce qu'on est bien d'accord que les gamins ça va pas le faire de toute façon. Mais l'idée c'est de garder en tête qu'est-ce qui est juste en fait. Qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est juste pour eux. L'idée aussi dans ce concept, si vous voulez, d'intégrité, c'est vivre selon ses valeurs et pas les énoncer. Encore une fois, là, j'essaie vraiment de rester dans le rapport entre vous et vous-même et pas dans l'idée de ce que les gens vont penser de vous. Si vous passez votre temps à dire, à exprimer le fait que pour vous, ce qui est important, c'est la sincérité, l'authenticité, l'honnêteté, et qu'en fait, c'est pas possible pour vous de vivre selon ces valeurs-là, en soi, c'est pas un problème. Vous avez le droit d'aspirer à des choses qui sont pas encore possibles pour vous maintenant. Mais dans ce cas-là, soyez clair et pour le coup, considérez ça comme des objectifs et pas comme des valeurs que vous vivez. Sinon, vous allez créer un décalage entre l'idée que vous vous faites de ce que vous devrez être capable de faire et là où vous êtes. Ça crée donc une impression d'échec et ça va pas vous soutenir, ça va pas vous aider. Le dernier élément, et pas des moindres, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le non-jugement. C'est l'idée selon laquelle il est possible de galérer, il est possible de faire des erreurs, il est possible de se tromper sans s'insulter, sans se traiter de tous les noms, sans se traiter tout le temps de débile. Alors ça, je ferai peut-être une vidéo séparée là-dessus, et c'est une thématique que j'évoque quand je parle, j'ai fait une vidéo là-dessus avec Karine Morer sur le saboteur. Ce qu'on se dit à soi-même toute la journée, l'inconscient, il n'est pas forcément au courant que des fois, dedans, il y a du second degré. Il va le prendre pour une réalité. Souvent, vraiment. Donc, quand on dit « Ah, je suis con. Ah, je suis vraiment trop con, je me suis encore trompée. Ah, je suis débile. Non, mais je suis vraiment débile. » En fait, ça, l'inconscient, il va l'enregistrer. Il y a une part de vous qui va finir par croire que vous êtes débile. Ça fait un peu partie de ce que je vous parlais en termes identitaires tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, je vous en ai parlé quand quelqu'un d'important pour vous va vous dire, donc un parent, un prof ou un truc va vous dire un truc de vous et vous allez le prendre pour vrai et l'adopter comme faisant partie intégrante de votre personnalité, de votre ADN, alors qu'en fait c'est juste potentiellement un comportement qu'on peut changer. Quand on se parle à soi-même, c'est pareil. Et là-dessus, encore une fois, mes clients et mes clientes le savent, je les saoule, je les gonfle, je les harcèle, j'interromps leurs propos, je leur propose de reformuler le truc. Non, vous n'êtes pas des gros débiles. Non, vous n'êtes pas teubé. Non, vous n'êtes pas trop con. Par contre, oui, tiens, j'ai fait ça comme ça, en fait, ça me convient pas. J'ai fait cette erreur-là alors que je l'ai déjà faite, la refaire. Là, il s'agit vraiment de porter attention à votre langage intérieur, de porter attention à la manière dont vous vous adressez à vous-même, dans votre tête, à haute voix, et à vous reprendre en fait. Et ça, ça met du temps à modifier, puisqu'on a des automatismes là-dessus souvent. Dans une attention douce à soi, dès que vous vous surprenez à dire je suis con, je suis débile, ou à l'écrire même, parce qu'on le pense, on le dit, et on l'écrit noir sur blanc. Reprenez-vous, si vous l'écrivez, reprenez-vous à l'écrit, si vous le pensez, reprenez-vous en pensée ou à haute voix. Vous pouvez même à chaque fois, si vous voulez, réécrire la nouvelle version.
je vais faire différemment. Je me rends compte que je fais ça et que ça ne me convient pas. Écrire, c'est très puissant, hein, c'est très puissant, c'est-à-dire que pour moi, en termes de rapport à la matière, il y a la pensée, le verbe et l'écriture. Et l'écriture, c'est vraiment l'inscription visible d'une énergie dans la matière. Donc portez votre attention sur la manière dont vous vous parlez à vous-même et je vous en supplie, mais arrêtez de vous insulter. En fait, si vous parliez à votre meilleur pote comme vous vous parlez à vous la plupart du temps, vous seriez plus pote depuis longtemps. Si vous parliez à vos gamins, que ce soit vos enfants à vous, les enfants que vous connaissez ou des gamins à qui vous enseignez quelque chose, comme vous vous parlez à vous, mais ce serait horrible. En fait, vous le feriez jamais. Donc, le faites pas avec vous, en vrai. Et ça a une influence beaucoup plus importante que ce qu'on croit. Encore une fois, parce que l'inconscient et le second degré, c'est compliqué. Il va prendre ça au sérieux. Il y a une partie de vous qui va prendre ça au sérieux. Alors, Nathalie me demande, mais alors que faire si quelqu'un touche à cette intégrité? Alors, je te laisse préciser ta question, éventuellement, si tu as un cas pratique, parce que c'est une question un peu vaste, mais je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite et qui parle de l'expression c'est ok et c'est pas ok. C'est-à-dire que si vous mettez en place des choses pour vous et que en face, et je te remercie Nathalie parce que c'est un élément extrêmement important, si vous avez dans votre entourage des gens qui tiennent envers vous des propos de l'ordre des exemples que je vous ai donnés là, donc les grands classiques dans les trucs de famille, c'est aussi les surnoms, genre la grosse, le truc, le machin. S'il y a des gens dans votre entourage qui vous parlent comme ça et qui vous collent des étiquettes, ça vous appartient pleinement d'avoir une conversation avec la personne et de lui dire en fait c'est pas ok pour moi que tu dises ça de moi, c'est pas ok pour moi que tu utilises ces termes là en parlant de moi. Je comprends que d'un point de vue comportemental ça puisse ne pas te convenir, mais j'aimerais bien que tu évites de généraliser parce qu'en fait le problème il est dans la généralisation. C'est pour ça que après on finit par croire que ça fait partie de notre identité, c'est parce qu'on fait une erreur de déduction. On croit que parce qu'on l'a fait 3 fois, ça nous définit. En fait, c'est faux. Euh, alors, Nathalie, tu me dis, quand on te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Euh, Déjà, gardez en tête que l'idée que les gens se font de vous, vous n'avez pas les pleins pouvoirs dessus. Il y aura toujours des choses que les gens vont percevoir qui vont non pas appartenir à votre réalité, à vos comportements, mais qui vont appartenir à leur vision du monde et à leur point de vue sur vous. En fait, c'est ok. Les gens, ils ont le droit d'avoir une opinion de vous qui est fausse. La question qui se pose, c'est à quel moment le fait que telle personne ait une opinion de moi qui me semble fausse me pose un problème profond. À quel moment ça me gêne et pourquoi ça me gêne qu'on pense ça de moi. Donc ça peut aussi renvoyer à la capacité que vous avez d'avoir une bonne image de vous, peu importe ce que les gens pensent de vous. Ça renvoie aussi à l'acceptation qu'on n'a pas le contrôle. Il y aura toujours des gens pour penser que telle ou telle personne est incompétente, dit n'importe quoi, sait pas faire tel ou tel truc. Voilà. Alors si c'est votre manager, on a un problème. Si c'est des gens sur les réseaux sociaux, à quel point c'est important pour vous ou pas. Regardez vraiment en détail, est-ce que ça fait sens? Oui, Nathalie, tu me dis ça gêne l'ego. Ouais, la partie de vous qui est vexée, et elle a le droit d'être vexée, hein, ça fait chier. Hein. Quand on entend quelque chose à propos de soi et qu'on trouve que c'est complètement à côté de la plaque, évidemment, il y a un réflexe de défense comme ça qui monte, non, mais c'est pas du tout vrai, je suis pas comme ça. Alors une fois que ce mouvement-là est passé, c'est un peu adouci, regardez objectivement en quoi ça m'emmerde que cette personne pense ça de moi. Est-ce que vraiment c'est un problème? Est-ce que l'avis de cette personne compte? Est-ce que ça compte parce que cette personne est proche et que ça me tient à cœur? Est-ce que ça compte parce que cette personne a des compétences ou une expertise qui fait que son avis il est important? Bon, dans ce cas-là, il y a quelque chose à en faire. Sinon, je suis pas sûre que ce soit forcément important systématiquement de prendre ça à cœur ou de réagir en fait, ou d'en faire quelque chose. Hein. Je crois que pour le coup, je suis allée au bout de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la confiance en soi. Si vous avez des questions, je vais attendre encore quelques secondes. Dites-moi, sinon je vais pas tarder à clôturer cette vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie avec grand plaisir pour
votre présence sur les réseaux sociaux, vos commentaires publics, vos commentaires privés, vos likes, vos partages. Soyez conscients que chacun de vos retours me touche, chacun de vos retours est vu. J'essaie de réagir à tous. J'espère que c'est à peu près le cas, sinon ne pensez pas que je les vois pas parce que je fais vraiment gaffe. C'est quelque chose qui est très important. Moi, si je vous partage ça, c'est parce que c'est des thématiques en fait, que je vois revenir systématiquement en coaching individuel. Et donc je me dis que c'est vraiment important de pouvoir donner la possibilité à tout le monde de se saisir de ça, si vous en avez besoin ou envie. Partagez-le, c'est gratos, il y a assez peu de risques. Partagez-le aux gens qui pourraient en avoir besoin dans leur vie. Vraiment, ça fait du bien, ça adoucit, ça permet de voir la vie autrement et parfois, vraiment, ça change les choses, hein. Donc merci pour vos retours, ça me touche beaucoup en fait, hein. Je suis hyper émue, je le montre pas trop, mais quand je vois voilà, certaines... ça me touche, voilà, ça me touche vraiment profondément. N'hésitez pas à me faire des retours pardon, concrets, c'est-à-dire à me dire concrètement en quoi ce que je vous partage vous aide, parce que ça m'aide si vous voulez à ajuster sur la nature de ce que je vous donne. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment partie sur un truc avec que des exercices quasiment. Comme ça, vous pouvez vraiment vous saisir de tout ça. Et je vous le redis, pas de bras, pas de chocolat. Donc regardez les vidéos, c'est bien. Faire les exercices concrets, c'est mieux. Si vous avez vraiment envie que ça évolue en vous, prenez une feuille, prenez un papier, faites-le. Euh, c'est comme ça que les choses changent, en profondeur en tout cas. Voilà, je lis avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion vos commentaires. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre. Et je vous dis à bientôt. Donc avec le confinement, j'ai évidemment un peu plus de temps que d'habitude. Donc si vous avez des thématiques que vous voulez que j'aborde, transmettez-moi en message privé. Je répondrai pas forcément des grandes phrases, mais je vous ferai juste un petit smiley ou un petit pouce pour vous dire que je l'ai vu. Ça peut être des vidéos courtes, ça peut être des lives comme ça, un petit peu interactifs. Et puis je vais aussi pas tarder, je pense, à me remettre à bosser sur des contenus écrits. Il y a la gestion du temps qui va pas tarder à sortir. Donc voilà, restez branchés sur mon profil. Je vous embrasse tous. J'espère que vous allez tous du mieux possible dans les conditions qu'on a en ce moment. Et je vous dis avec joie à très bientôt sur les réseaux. Bye, bon après-midi.